Avec vous, Albert Anatola, ici, cette place au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Afrique réclame une fois de plus cette place. Et le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, qui plaide pour l'Afrique, c'est vrai que c'est assez curieux quand même, qui plaide pour cette place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et encore, lorsqu'on regarde le nombre de pays, d'États que constitue l'Afrique, doit-on parler d'une seule place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Alger réclame la réparation d'un tort, effectivement, toujours pour aller dans le même sens, alors que d'autres, il y a un autre son de cloche, il faudrait tout simplement peut-être faire disparaître cette organisation, en tout cas, qui finalement ne va jamais promouvoir les intérêts des États africains. Lorsque vous présentiez tout à l'heure cette thématique, vous avez posé deux questions fondamentales. Qui parle au nom de l'Afrique dans le système des Nations Unies? Tout à fait. Qui prend les décisions au nom de l'Afrique et des Africains dans le système des Nations Unies? Oui. Je crois que c'est une question, c'est des questions fondamentales. Oui. Bien évidemment, selon les blocs, soit qu'on est, si on est du bloc francophone, il faut dire ça comme ça, c'est la France qui parle au nom des pays africains. Si nous sommes dans le bloc anglo-saxon, très souvent, c'est la Grande-Bretagne, entre autres, qui parle en leur nom. Donc, arrêtez. La France n'est pas l'Afrique n'est pas représentée dans le système des Nations Unies. Un continent de 54 États qui n'est pas représenté. Ça traduit donc deux choses. La première, ça nous renvoie dans la commission multilatérale du protocole de Toronto, où l'Afrique n'existe même pas sur la carte. Donc, dans leur système qu'ils ont mis en place il y a un peu plus de 100 ans, l'Afrique n'existe pas, qu'il faut absolument régler, et qu'il n'existe que dans le cadre des influences géopolitiques et de l'exploitation du pillage. C'est ce que ça veut dire. Il faut bien comprendre ça comme ça. Il y a un peu plus de 10 ans, nous avons commencé à parler non seulement de la réforme du système des Nations Unies, mais carrément que l'Afrique même sort de cette histoire-là, les Africains sortis complètement de l'ONU. Oui, qui n'a pas vocation à satisfaire non seulement les intérêts du continent africain et des Africains, mais le système international d'une manière générale. Le système des Nations Unies est devenu un problème, un danger, d'abord pour lui-même, et un danger pour le droit international et le système international. Ceux qui demandent sa réforme, ils savent pourquoi, mais nous demandons carrément d'en sortir. La plupart des conflits que le continent africain a connus ces dernières années sont le fait du système des Nations Unies. Je peux citer pêle-mêle. Hein. En Libye, je crois que c'est le système des Nations Unies est impliqué avec la violation de ces diverses résolutions par ceux qui nous donnent tout le temps les leçons de morale sur le respect du droit international, du droit humanitaire international, c'est-à-dire les États-Unis. Nous partons du côté du Soudan. Oui. C'est toujours le même système des Nations Unies qui est impliqué, qui est la tête de pont, n'est-ce pas, les Américains comme d'habitude. Nous allons du côté de l'Afrique du Sud, où, dans le système d'apartheid, vous avez le système des Nations Unies qui est impliqué, avec qui? La CIA américaine. C'est important ce qu'ils disent là. Vous partez du côté de la République démocratique du Congo, vous partez en Côte d'Ivoire, vous partez au Cameroun, parce qu'aujourd'hui, le système de la Société des Nations, ça n'a pas disparu. Hein. On a juste changé, n'est-ce pas, le contenant, mais le contenu reste le même. L'Europe, c'est du point de vue de la superficie, est inférieur au continent africain. L'Europe, du point de vue de la démographie, est inférieure à l'Afrique. À l'Afrique, oui. L'Europe, du point de vue du nombre des États. Oui. Mais combien sont-ils les États européens qui sont membres au Conseil de sécurité? Oui. Oui. Donc, demander que l'Afrique ait 2 représentants
au Conseil de sécurité, c'est une insulte. Madame Siké, c'est une grosse insulte. C'est absolument une très grosse insulte. C'est même, je dis, c'est une insulte vis-à-vis des Africains. Que représente la France dans leur propre charte? Oui. Pour être membre au Conseil des Nations Unies, pour être membre au Conseil de sécurité, au Conseil de sécurité, vous ne devez pas être un État colonisateur. Vous devez respecter le droit de l'homme, n'est-ce pas? Combien de colonies de peuplement la France compter la France? Je veux compter, je vais réciter pêle-mêle. La Nouvelle-Calédonie, c'est pas une colonie de peuplement de la France. En tout cas, les Antilles, d'une manière générale. Oui, oui. Les Antilles. Les Caraïbes, si vous voulez, les Caraïbes. Les Caraïbes, voilà. Les Caraïbes, ce sont les colonies de peuplement de la France. Aussi, dans le système des Nations Unies, ils appellent les peuples non autochtones. Oui. Ça veut dire quoi, les peuples non autochtones? Oui. Sur le continent africain, nous sommes des néocolonies françaises. De ce point de vue, il faut déchirer la charte, comme l'avait si bien dit le regretté Mohamed Kadhafi. Il faut déchirer cette affaire-là. Dans le cadre du respect du droit international, nous constatons tous, je crois que la géopolitique, l'actualité géopolitique actuelle nous parle. Que ce soit du côté de l'Ukraine, que ce soit du côté de Gaza, ça nous parle. Que, voilà, l'ONU qui avait vocation à apporter la paix dans le système international, c'est plus le cas. Bien au contraire, l'ONU est au cœur des crimes, des coups d'État, des déstabilisations, des pillages, des assassinats. L'erreur est au cœur des pratiques xénophobes et racistes. C'est ça la réalité. Voilà le tableau. Mais depuis, effectivement, on demande à ces États, aux États africains, de sortir des Nations Unies, mais il y a aucun État. Vous avez pris l'exemple du guide Muammar Kadhafi qui avait justement eu ce courage de déchirer cette charte, mais la faute revient à nos États africains nous-mêmes. Chaque fois qu'il y a une réunion, justement, un sommet des Nations Unies, les chefs d'État africains se déplacent, il y a des résolutions, on continue à être membre de cette organisation. Est-ce que aussi à la tête de nos États, il ne faudrait pas des hommes forts qui vont dire non à cette organisation? Ce que vous appelez les organisations panafricaines devraient faire ce job. Oui. Tel que ce que vous appelez l'Union africaine. Oui. Ça devrait être son job. Oui. Du moins, c'est lui qui assure les fonctions de commission. Le président de la commission de l'Union africaine devrait faire ce job. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est les mêmes gens, les vassaux, les larbinésés, les corrompus. Ils ne peuvent rien faire. En plus, la plupart de ces dirigeants qui sont à la tête de nos États, ils viennent de quelque part, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Konaté. C'est-à-dire, ce ne sont pas des personnes qui ont été portées par les peuples. Très souvent, ce sont les personnes, les individus qui sont l'émanation des lobbies extérieurs et particulièrement ésotériques, franc-maçonnerie et consorts. Donc, qui ne reflètent rien et qui n'ont aucune vision. Donc, ça pose, in fine, la problématique du leadership sur le continent africain. Et si nous n'avons pas un problème, et si nous sommes donc confrontés à cette problématique de leadership, ça nous renvoie à la question qui avait été posée par Kwame Nkrumah son temps. Oui. L'unité politique de l'Afrique. Oui. Et pour qu'on arrive là, il faut d'abord commencer par là, et puis nous affranchir des différents systèmes de néocolonialisme tels que la France. La France doit sa place au système des Nations Unies du fait de l'attelage qu'elle a. C'est-à-dire les 15 pays qu'elle présente comme étant son empire colonial. Normalement, la France n'a pas sa place dans le Conseil de sécurité. Je vous relance. Le cas d'un pays, comme on le voit, l'Algérie, qui revendique à travers son ministre des Affaires étrangères, effectivement, parle d'une réparation, en tout cas l'Algérie, qui porte également ce dossier. Mais est-ce que cela ne remet pas en question la puissance
on présente effectivement l'Algérie comme cette puissance en Afrique, mais comment une telle puissance effectivement aujourd'hui n'arrive pas aussi à s'imposer au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Puissance quoi, géopolitique, militaire? C'est justement ça. Non, parce qu'il faut qu'on détermine quelle puissance représente l'Algérie. Finalement, peut-être pas géopolitique. Non, parce que très souvent, l'Algérie est présentée comme étant l'une des premières puissances militaires. On parle de militaire, oui. Non, il n'y a pas que ces critères. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie est capable de pouvoir porter le leadership du continent africain? Nous constatons que à l'intérieur même du territoire africain, il y a des clivages. Oui. Vous avez le Maghreb, quelquefois, ils ne se présentent pas comme les Africains, ils ne se reconnaissent pas comme étant des Africains. Comme des Africains, oui. Quand vous partez du côté de l'Afrique de l'Est, vous avez les mêmes clivages. Quand vous partez du côté de l'Afrique australe, c'est pareil. En Afrique centrale, c'est la cacophonie totale. En Afrique de l'Ouest, nous connaissons ce qui se passe. Donc, il faut donc d'abord régler cette question qui a été fondamentalement posée par un commencé de l'unité politique. Et il faut le faire. Et ce ne sont pas les gens actuels qui sont capables de le faire. Il faut que, d'où le travail des veilles que nous faisons tout le matin. C'est-à-dire, il nous faut un leadership, quelqu'un de courageux et qui a des moyens de le faire. Je crois que Kadhafi avait les moyens de le faire. Du côté de l'AS, nous pensons qu'il y a un jeune là qui peut le faire. Et c'est pour ça qu'on va absolument l'assassiner, parce qu'il peut le faire. Je parle d'Ibrahim Traoré du Burkina. Il peut le faire. Oui. Donc, nous pensons donc que s'il y a cette unité politique, on peut parler d'un seul. Parce que lorsque le règlement, et comme paradoxalement c'est le cas, lorsque l'Afrique, c'est-à-dire 54 États qui se déplacent, 54 pays africains qui se déplacent, qui sont toujours invités ailleurs, comme c'est le cas ce matin en France, oui. Eh bien, vous constatez que vous n'avez ni une convergence d'intérêt, ni une convergence de vision. La cacophonie totale. C'est donc cette faiblesse qui fait en sorte que vous avez des imposteurs qui continuent à parler au nom et pour le compte des Africains dans le système international. Oui. Et c'est un problème qu'il faut résoudre. Un problème qu'il faut résoudre, Abdelaziz Konaté, la voix de l'Afrique, une fois de plus. Est-ce que ce sujet devrait interpeller encore de manière vraiment assez importante l'Afrique, ou alors il faudrait tout simplement pour les Africains de fermer cette page qui concerne les Nations Unies? Madame Siké, moi je veux bien qu'on ferme la page. Moi je suis d'accord qu'on ferme la page, mais surtout qu'avec l'avènement aujourd'hui, les plaques tectoniques géopolitiques ont changé. On a, après 45, il n'y avait pas les BRICS. Oui. Après 45, il n'y avait pas la Chine. Après 45, voilà, il n'y avait pas l'Asie du Sud. Donc aujourd'hui, effectivement, oui, je suis d'accord pour qu'on change. Mais maintenant, on change comment? C'est ça la problématique. C'est que vous avez quand même une Union africaine qui continue d'être financée par l'Union européenne. Donc son budget vient de l'Union européenne. Bon, alors, je veux bien tout ça, c'est bien beau, mais bon, on fait comment? La question centrale de reste et demeure, Madame Siké Doumbé, vous ne pouvez pas aller demander un match de boxe à avec quelqu'un qui n'est pas de la même catégorie que vous. Soit vous êtes suicidaire, soit il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Voilà, donc on devrait régler les problèmes par palier. L'ONU, c'est, quand même, ne l'oublions pas, 28% de la composition de l'ONU sont des pays africains. 40% des forces, un peu plus de 40% même des forces qui constituent l'ONU pour les missions de paix dans le monde viennent des pays africains. C'est pas rien. C'est pas rien. Et vous avez vu dans le discours récent... 40%. Un peu plus de 40% des forces qui constituent des Nations Unies viennent des pays africains. Oui. Viennent des pays africains. Donc ce sont les soldats africains. C'est le continent africain qui fournit pratiquement un peu plus de 40%. Il faut également ajouter à la suite que c'est le continent africain qui est constamment victime des missions de maintien de la paix. Mais oui. C'est précis, si vous avez suivi le discours d'Antonio Guterres justement à la dernière session qui a été convoqué justement par la Sierra Leone pour le cas de l'Afrique, parce que ça a été convoqué par la Sierra Leone pour le cas de l'Afrique, justement la situation de la place permanente de l'Afrique a été discutée sous convocation justement de la Sierra Leone. Vous allez vous rendre compte que M. Antonio Guterres a fait une très belle lecture dans sa synthèse de fin, où il a quand même convoqué le fait que les institutions financières, tant les institutions de Bretton Woods que au niveau de l'ONU, est sous-représentée par les pays africains. Mais par contre, dans tout ce qui concerne les conflits
et bien évidemment les besoins existentiels, l'Afrique est surreprésentée et il faut inverser cela. Parce qu'il n'est pas question qu'on stigmatise cette vision de l'Afrique. Ça, c'est le rapport de M. Guterres qui a été véritablement magistral dans son argumentaire concernant justement le fait que l'Afrique ne devrait même pas avoir un, mais 2 sièges permanents au moins, et 3 non permanents, et 2 autres non permanents, ce qui devrait porter la place de l'Afrique à 5 sièges, justement, au niveau des Nations Unies. Oui. Voilà ce qui a été le fond de l'argumentaire de M. Guterres, qui a si bien résumé la situation ou l'incongruité, en rappelant quand même aux uns et aux autres que, justement, après 1945, le monde n'avait pas la configuration qu'il est aujourd'hui. Et on ne peut pas mettre un continent d'1 milliard, un peu plus d'1 milliard, avec une population un peu plus d'1 milliard d'habitants, avec les chiffres exponentiels qu'on lui connaît pour les années à venir, et qu'on ne prenne pas en considération l'aspiration de ce continent-là, ce serait suicidaire. Donc vous voyez très bien que eux plus que quiconque savent, parce que in fine, quand vous avez une méga factory comme la Chine, qui est aujourd'hui l'usine du monde, qui veut vendre, qui veut des parts de marché, quand vous avez les États-Unis qui eux-mêmes sont un mastodonte économique en termes de production et autres, qui doivent vendre leurs produits, quand vous avez une Europe qui s'affaiblit déjà au niveau de sa population, où elle est à moins de 500 millions d'habitants, et qui va aller de façon décroissante, qui va aller de façon décroissante sans même faire aucun effort, surtout encore avec toutes les antivaleurs qu'ils sont en train d'installer chez eux, ben c'est tant mieux pour nous. Vous vous rendez compte que toute cette surproduction doit être bien consommée quelque part. Et vous vous rendez donc compte que l'hégémon occidental n'a aucune raison de laisser l'Afrique s'industrialiser. Sinon, qui va consommer tout ce qu'ils sont en train de produire? Sinon, ils vont produire pour qui? Leur population ne peut pas absorber leur taux de production. L'Afrique comprend ça aujourd'hui. Et l'Afrique dit que nous ne voulons plus continuer de consommer ce qui vient de l'extérieur. Oui. Nous aussi, on veut que ce que vous puisez chez nous, pour aller capitaliser chez vous, dorénavant, vous transformez chez nous parce que ça crée une valeur ajoutée chez nous. Tout le monde veut donc par conséquent produire. Mais si tout le monde produit, qui va acheter les produits de l'autre? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Très bien. Et donc, plus que jamais, et quand on voit les nouvelles réalités géopolitiques avec l'avènement des BRICS qui est en train de se renforcer, c'est en train de prendre, la moutarde est en train de prendre, il y a encore du chemin, mais c'est déjà quand même assez considérable en termes de part de marché. On parle quand même d'un peu plus de 40% du marché quand même mondial qui se retrouve à l'intérieur de cette organisation-là. C'est pas rien. Ça fait que au jour d'aujourd'hui, cette forme vétuste de l'organisation du monde après 1945 est véritablement, sans qu'il faut aujourd'hui véritablement refaire du retoilettage si elle ne veut pas mourir de sa propre mort. Et pour le moment, malheureusement, puisque le monde est un grand village et le système tel qu'il est agencé au jour d'aujourd'hui ne peut pas directement se défaire comme le souhaiteraient bien des personnes de cette organisation là, parce que se défaire de cela voudrait dire qu'on ait une autre solution efficiente et concrète qui permette effectivement d'adosser ce qu'on va enlever dans ce vieux monde-là et le ramener dans le nouveau. Et ça, c'est pas chose facile. Parce que ça demande de l'ingénierie, ça demande des réformes, ça demande beaucoup de choses. C'est des choses qui vont se faire, mais pour le moment, le système qui est celui sur lequel le globe se retrouve pour parler des questions d'intérêt commun est effectivement l'ONU. Et ces réformes-là, en tout cas, sont attendues. Parce que jusqu'à preuve de contraire encore, vous voyez bien que tout crépite autour de l'ONU et ça reste et ça demeure ainsi pour le moment. Même la Russie, chaque fois qu'elle se retrouve en train de mener des actions, vous voyez qu'elle cite toujours l'ONU, elle convoque toujours des réunions à l'ONU. Donc il n'est pas question que nous veillions vouloir mettre la charrue avant les bœufs et qu'on ait la prétention de penser qu'on va créer une organisation dont nous n'avons en réalité sur le continent aucun moyen de pouvoir suivre les dynamiques nouvelles qui sont en train de se faire. Je pense que, pour ma part, les conclusions qui ont été celles du secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, sont excellentes. L'argumentaire qui a été fait, y compris, bien évidemment, de tous les autres membres, notamment celui de la France, celui de la Russie, surtout de la Russie, parce que la Russie a eu aussi un bon plaidoyer dans ce sens-là. Mais on a quand même été
surpris pour une fois de voir que, y compris la France, y compris les États-Unis, se sont alignés dans cette vision-là. Maintenant, attendons de voir. Attendons de voir, parce qu'au niveau de ceux qui vont donc justement être sélectionnés, ça sera au niveau de l'Union africaine. Parce qu'ils ont renvoyé ça au niveau de l'Union africaine. Bien évidemment, l'Union africaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous avez compris pourquoi j'ai dit, n'a pas la politique de ses moyens. Maintenant, attendons de voir, quand on va renvoyer à l'Union africaine, qui aura donc le rôle de pouvoir sortir ses représentants au Conseil de sécurité. Ce qu'il en sera, c'est une autre paire de manches. Mais déjà, c'est une belle avancée. On parle là encore de 2 représentants avec droit de veto au Conseil de sécurité et 5 représentants, notamment parmi lesquels je crois 3 ou 4 seront non permanents. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut suivre de près. Il ne faut pas négliger, et ça a été rappelé, le rôle que l'Afrique joue tant sur le plan diplomatique que sur le plan, bien évidemment, des militaires, donc sur le plan humain, de l'investissement de la ressource humaine, que l'Afrique porte depuis 1945 à l'ONU. Ce n'est plus une question qui est à faire. Ça a été savamment bien. J'invite tout le monde d'ailleurs à aller sur le site de l'ONU où le discours du secrétaire général y est. Je vais vous l'envoyer si vous ne l'avez pas. Et ça permettrait à chacun de pouvoir lire son exposé qui, ma foi, a été des plus brillants. Merci à vous, Monsieur Abdelaziz Konaté. On va...